Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, yeah! Goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 292 du podcast Jean Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour notre quatrième et dernier épisode de préparation de la draft. Alors, cinquième et dernier épisode, parce qu'il y en a eu 5 cette année, mais quatrième où on fait poste par poste. À mes côtés, vous avez l'habitude pour décrypter tout ça, c'est Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. On le dit pour ceux qui prennent en route ces podcasts de présentation de la draft. Déjà, on vous invite à revenir sur les précédents. Encore une fois, il y en a 3 pour les postes et 1 pour le top 15. Donc, Grégory a le savoir. Je pose les questions après avoir fait quelques recherches. Je lui dis ce que j'ai trouvé et il me dit si c'est bon ou pas. On termine donc ces podcasts de présentation de la draft avec les cornerbacks et les safety. Grégory, c'est le moment du petit mot sur la QV avant de démarrer l'émission. Est-ce que c'est bon de ce côté-là ? On a déjà connu pire, on a déjà connu mieux. Je dirais qu'en termes de... Surtout au niveau des cornerbacks, c'est une classe assez correcte, assez homogène, sans forcément de superstar, on va dire. Safety, c'est déjà un petit peu plus en retrait selon moi, donc, mais il y a de quoi faire. Il y a des postes assez variés et ça peut être quand même assez intéressant si on a des besoins dans ce secteur-là. Eh ben on va faire comme lors de la dernière émission. Alors on va monter crescendo, on va commencer par les safety, ensuite ce sera les cornerbacks, jingle et on commence. Hi, it's Navarro Bowman from the 49ers. Hello, this is Danny Woodhead. How you doing? This is Mike Wallace. Lamar Miller, the running back from Miami Dolphins. Hi, it's Brendan Carr from the Dallas Cowboys. You listen to the Touchdown Podcast. Les safety, donc pour commencer ce podcast numéro 292, Grégory, tu nous as dit que c'était un peu en retrait, tu n'as pas l'air... Alors j'espère que ce sera un peu mieux que les linebackers quand même, parce que non, c'est un peu pareil. Oui, c'est quand même un peu plus... C'est un peu mieux. C'est un peu plus coté quand même que les linebackers. Bon. Est-ce que, tiens, une petite question subsidiaire avant de commencer, est-ce qu'on peut encore parler de strong et de free safety dans cette NFL On peut parler de... Oui, quand même, on peut en parler. Après, c'est sûr que maintenant, l'utilisation des safety, elle est censée, un petit peu comme beaucoup de postes défensifs, ne pas être trop caricatural, on va dire. Là, c'est pareil, on n'est plus dans le casseur de bouche, pour parler de manière un peu triviale, mais justement le joueur qui va être avant tout chargé de remplir la boîte, tout en étant capable de couvrir correctement. C'est aussi pour ça qu'on pouvait s'étonner, par exemple, du gros contrat de London Collins à Washington, qui sur le principe est un strong safety pur, un box safety comme on aime bien l'appeler, mais qui est quand même un joueur qui a des facultés quand même sur la couverture, donc un joueur qu'on est susceptible de bien payer. Il y a cette donnée-là à prendre en compte. Et puis, tant qu'à poursuivre là-dessus, pas oublier également qu'on a des backfields défensifs qui sont extrêmement fournis, et certains des safety, on en évoquera sans doute un tout à l'heure, peuvent être aussi amenés à devenir nickelback s'il y a besoin. Donc du coup, voilà, il y a aussi ces données-là à prendre en compte. Si tu es très bon en couverture, tu peux jouer free safety, mais pas que. Exemple, Lamarcus Joyner et son nouveau contrat à Auckland, et tu peux jouer strong safety tout en étant adepte d'une bonne couverture. Le principe, vous le connaissez si vous avez déjà écouté, sinon vous le découvrez. Premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers, on les a classés comme ça, les safety, les cornerbacks ensuite. Ce sera l'autre variante avec les stars, les busts, les valeurs sûres et les bonnes affaires. On commence par le premier tiers des safety. Le premier, le number one pour toi, c'est Nazir Adderley, safety qui vient de Delaware, 1m82, 90 kg, 4 interceptions en 5 matchs l'an dernier. Alors difficile à trouver au niveau des stats. C'est un ancien cornerback, donc bonne capacité en couverture. Il est physique aussi. Il a l'air d'avoir quand même toutes les qualités.
Ouais, tout à fait. Des bonnes mains, en effet, des bonnes aptitudes en termes de couverture. Les principales interrogations qui reviennent majoritairement, parce que tu le disais, c'est parce qu'il est plus pratique de trouver des vidéos le concernant, en l'occurrence du côté de Delaware. Alors pourquoi d'ailleurs Delaware, c'est trop petite fac? C'est deuxième division universitaire, D'accord. c'est la fac de Joe Flacco, mais c'est deuxième division universitaire, donc on va dire c'est moyen plus, on dira, dans les équipes de 1AA. Ils ont quand même joué les playoffs, je crois, la saison dernière, donc on a eu un petit peu de contenu, mais Delaware n'est peut-être pas allé suffisamment loin pour qu'on puisse avoir un panel assez étendu de ce qu'il est capable d'apporter. Après, beaucoup d'observateurs, en effet, s'interrogeaient sur sa capacité à, malgré son physique, à sa capacité à être vraiment... à avoir du répondant, on dira, sur le jeu en homme à homme, sur la défense en presse en règle générale. Alors encore une fois, ce sera sans doute beaucoup plus un free safety, un joueur qui sera beaucoup plus amené à jouer sur le vraiment dernier renfort du backfield défensif, et je pense que dans ce domaine-là il aura la capacité, parce qu'en effet il a la vitesse, la densité, on dira, pour être capable de couvrir une large zone, et en effet un sens de l'anticipation qui va être assez précieux sur la couverture. Après, bon, on parlait de safety polyvalent. Pour l'instant, on n'est pas sûr du tout qu'il sera capable de tenir d'autres rôles. Peut-être nickelback, par exemple, de par son ancienne expérience de cornerback. Mais il y aura quelques zones à éclaircir, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est sûr qu'en dehors d'une couverture de zone, pour l'instant, on n'a pas encore de totale certitude à son sujet. En comparaison NFL, j'ai trouvé Earl Thomas. Ça me paraît... ouais, c'est très très prestigieux. Hein, quand même. Wow. Moi, je compare souvent les prospects quand ils sortent de la fac. Earl Thomas, en sortie de Texas, c'était déjà quelque chose. Alors, c'est sûr qu'on n'arrive pas forcément à juger Adderley de la même manière, de par, en effet, l'opposition notamment qu'il avait. Moi, je me suis dit, il l'a mis en numéro 1 de son truc, donc je lui sors une comparaison costaud. Ouais, non. Bah, écoute, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, mais est-ce qu'il y aura un safety premier tour cette année? J'en suis pas sûr. Bon, Nazir Adderley sera sûrement l'un d'entre eux, mais ça va peut-être se jouer entre la 25e et la 32e place. Bon, ça c'est dit, donc Nazir Adderley, fin de premier tour au mieux, quoi. Ouais, tout à fait. Chauncey Gardner-Johnson, safety de Florida derrière, 1m83, 94 kg, 71 plaquages, 9 plaquages pour perdre, 3 sacs, 4 interceptions, 2 touchdowns, 2 passes déviées en 13 matchs. Joueur hyper complet. Quel est le poste idéal pour lui? Nickelback. Ah oui, donc on est border safety, quoi. Oui, non, ça peut être un bon free safety quand même à l'échelon supérieur, mais c'est un joueur qui en effet a été assez complet. Alors, du côté de Florida, il a été un petit peu baladé partout sur le backfield défensif, donc c'est sûr qu'en effet on met beaucoup en avant son côté versatilité, etc. Mais après, c'est sûr que il a été quand même un petit peu tributaire de ça, parce que ça pourrait être un joueur encore plus aguerri et un premier tour quasi sûr s'il avait été vraiment placé à une position préférentielle et avec un coaching staff qui n'a pas systématiquement changé comme ça a été le cas ces dernières années du côté des Gators. Maintenant, Chauncey Gardner-Johnson, c'est un joueur hyper athlétique, comme on en voit beaucoup ces dernières années du côté du backfield de Florida, et c'est un joueur qui a du répondant physique également, qui lui aussi, pour le coup, au duel, il est parfaitement capable d'être performant. C'est aussi pour ça qu'en tant que nickelback dans le slot, il fera pas tâche, loin de là. Donc franchement, c'est un joueur qui peut évoluer partout, qui a la faculté, avec ses backfields défensifs très fournis, de se faire sa place dans un premier temps sans être forcément mis sous le feu des projecteurs, mais qui à terme, je pense, sera un très très bon free safety. Je suis déjà un peu plus convaincu par ce que j'ai vu de Gardner-Johnson que par le peu que j'ai vu d'Adderley pour l'instant. Donc premier tour, il mériterait maximum fin premier tour. Il descendra pas plus bas que le milieu du deuxième, selon moi. Oui, on sent que c'est pas vous. Est-ce qu'il y a une équipe dans laquelle tu le vois en fin de premier tour? J'ai du Pats, Rams, Packers, Chiefs, Chargers. Chargers, ça me paraît pas mal. Eux qui aiment beaucoup. On sait que Gus Bradley, il aime les défenses avec beaucoup de DB, et ils ont quand même perdu pas mal de prospects pendant l'intersaison. En complément de Derwin James, alors. Oui, Derwin James, il avait justement ce rôle un petit peu de nickelback que peut avoir Chauncey Gardner-Johnson en appui d'Adrian Phillips et Derwin James. Ça peut être assez crédible. Taylor Rapp, troisième homme, safety Washington, 1m83, 90 kg, 13 matchs, 58 plaquages, 5 plaquages pour perdre, 4 sacs, 2 interceptions, 4 passes déviées. Est-ce qu'il est limité, lui, par contre, à être un strong safety dans la boîte?
Un petit peu, parce que paradoxalement, c'était un free safety du côté de Washington, mais un joueur qui était capable justement de remplir la boîte quand cela était nécessaire. Certaines de ses très bonnes prestations du côté de Washington, ça arrive contre des équipes de Pac-12 qui sont notamment assez solides sur le jeu au sol, et il y en a un petit peu moins que des bonnes équipes à la passe. Je pense à des équipes comme Stanford par exemple, même Oregon qui malgré l'arrivée de Justin Herbert est quand même assez performant sur le jeu au sol. Donc c'est quand même un joueur qui est capable d'apporter du soutien sur le plaquage, un joueur qui est très discipliné dans ce domaine-là. En couverture il n'est pas mauvais, mais alors j'essaie de me rappeler, j'allais dire il est un peu petit, c'est une fausse impression parce qu'il est à 6-0, ouais, ça va, c'est pas catastrophique non plus, mais ouais, en tout cas il a apporté moins de garanties dans ce domaine-là. Tu vois, pour répondre à ta question de tout à l'heure, je serais pas complètement contre le fait de le tester en free safety. Maintenant, je pense qu'il apporterait beaucoup plus de garanties en tant que strong, et de par la faculté qu'il pourrait apporter sur le run-stop, de par l'impact et la détermination, on dira, qu'il pourra amener pour dissuader les coureurs adverses notamment. Bon, alors j'avais noté comment est-ce qu'il se retrouve dans le premier chapeau avec un tel défaut, donc l'imitation notamment, puisque vous l'avez mis dans la fiche, hein, ça sur les fiches TDA, mais du coup la réponse c'est toujours la même, c'est donc cette classe est faible, quoi. Oui, après ce sera un deuxième tour, grand maximum début troisième. Encore une fois, c'est très homogène, mais il y a quand même 5-6 safety qui peuvent éventuellement plaire dans les 3 premiers tours de la draft. Ça se joue quand même dans un mouchoir de poche, et après c'est en fonction des préférences, en fonction du rôle qu'on espère leur attribuer. S'il y a une équipe qui cherche un strong safety assez solide, Taylor Rapp au deuxième tour, ça vaut le coup selon moi. Et alors c'est ce que j'allais te demander, là on a vu donc Adderley, Garner Johnson et Rapp qui sont les 3 premiers. Est-ce que c'est un ordre fixe, ou est-ce que tu serais pas étonné qu'il y ait Garner Johnson qui monte au-dessus ou Rapp qui monte au-dessus des 2 autres? Non, je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que Garner Johnson au-dessus d'Adderley, je serais pas étonné. Parce qu'en effet, il y a le profil hyper athlétique et la fameuse marge de progression qu'adorent les observateurs NFL. Après Taylor Rapp, c'est un peu, j'aurais quand même tendance à mettre un petit peu plus en retrait par rapport aux 2 premiers. Il a l'air plus à son plein potentiel que les 2 précédents. Le deuxième chapeau, il commence avec Juan Thornhill, safety de Virginia, 1m83, 95 kg, 98 plaquages, 4 plaquages et demi pour perte, 6 interceptions et 7 passes déviées en 13 matchs. Hyper intelligent, très bon en zone, plaqueur correct. Est-ce que j'ai bon jusque-là? Ouais, t'as bon jusque-là. En effet, moi, ce que je note le plus, alors là, pour le coup, je te parlais de marge de progression. Pour Taylor Rapp, c'est encore un petit peu incertain. Juan Thornhill, il y a quand même de quoi faire. C'est un joueur qui, en effet, a été un solide capitaine défensif du côté de Virginia. Un coup free safety, un coup strong safety, même parfois cornerback, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises ou confondre avec un autre joueur, mais lui aussi, quand il a eu besoin de dépanner au niveau de la défense des Cavaliers, il a été capable de le faire. De par son gabarit, je pense que ce sera plus un free safety, mais encore une fois, un joueur avec une belle marge de progression et un défenseur qui, en effet, sur la couverture va être très précieux, dans l'anticipation va être très intéressant, et puis j'en reparlais lors du précédent podcast, mais sur les équipes spéciales également, ça va être un joueur à surveiller de près, parce que c'est un joueur qui a du coffre, c'est un joueur qui est un leader sur le terrain, donc très franchement, c'est un joueur séduisant sur le papier. Après, il n'a pas pleinement performé, on dira, il n'a pas complètement attiré l'œil des scouts d'un point de vue production, mais c'est vraiment un joueur qui en NFL, je pense, peut franchir ce palier. Ce sera a priori une fin de deuxième tour. J'aurais du mal à le voir descendre plus bas de par les projections et ce qu'espèrent en tirer les franchises NFL. Fin de deuxième tour donc pour Juan Thornhill. Jonathan Abram, safety de Mississippi State, 1m83, 97 kg, pardon, il est costaud. 9 plaquages pour perdre, 3 sacs, 2 interceptions, 5 passes déviées, 1 fumble forcé, 99 plaquages en 13 matchs. C'est le cogneur de cette classe. C'est le casseur de bouche officiel. Voilà, je t'ai vu te réjouir dès que j'ai dit son nom. Ah voilà, et là pour le coup, niveau polyvalence, c'est mort. Là, on peut oublier. Là, ce sera un strong safety pur et dur. Un joueur très fort sur le plaquage. On va dire la montée rapide dans la boîte, le run-stop en règle générale. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de mal à se situer et qui, sur des duels aériens, va être beaucoup plus en difficulté pour se situer dans un premier temps et surtout pour bien placer ses mains et éviter
mouchard de pénalité. Donc voilà, je pense qu'on va pas prendre trop de risques. Autant ses collègues Sweat et Simmons sur la ligne défensive de Mississippi State étaient très polyvalents. Ce n'est pas la qualité première de Jonathan Abrams, qui reste là aussi un joueur avec on va dire un certain caractère, une certaine mentalité, mais qui restera, je pense, avec beaucoup de lacunes dans son jeu. Ça a l'air d'être ton petit plaisir coupable un peu. Ah bah non mais si t'aimes bien pour le coup des strong safety qui savent se faire respecter, qui restent virils mais corrects, je pense que Jonathan Abrams ça va être ta cam. Mais là, si t'as un besoin en tant que free safety, Taylor Rapp, j'en parlais tout à l'heure, c'est sûr qu'il présente un... Là, c'est pour ça que je maniais un peu plus la nuance sur Taylor Rapp tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des lacunes sur la couverture, mais il y a quand même de quoi faire. Jonathan Abrams, c'est beaucoup moins rassurant de ce que j'en ai vu du côté des Bulldogs, et c'est pour ça que il peut me surprendre. Hein. Je le comparais sur sa fiche à Antoine Buffet, qui est devenu un free safety par la suite. Mais bon, pour l'instant, faudra pas attendre de ce joueur-là une polyvalence extrême et la capacité à dépanner sur de nombreux postes du backfield défensif. Alors, quel niveau pour le gros cogneur? Fin deuxième, milieu troisième quand même. Quand même. Ah ouais, non, je te dis, c'est pour ça, c'est pas une mauvaise classe, mais ça manque de superstars là encore. Deontay Thompson, safety d'Alabama, 1m88, 88 kg, 14 matchs, 78 plaquages, 3 plaquages et demi pour perte de 2 interceptions, 6 passes déviées et 3 fumbles forcés. Lui aussi plutôt contre la course d'abord. Ouais, c'est un prospect qui était susceptible lui, pour le coup d'être un top premier tour, d'être un top 15 lors du début de sa campagne junior ou sophomore, je sais même plus où il en est, je crois qu'il doit être junior. Mais c'est un joueur qui a beaucoup inquiété en termes de couverture, beaucoup de mal à se situer, beaucoup de mal en termes de vitesse également, et ça pour le coup contre des receveurs hyper explosifs, ce qui n'était pas non plus forcément le trait principal qu'il a rencontré dans la conférence SEC, ça peut poser de sérieux problèmes. Donc c'est sûr que dans un premier temps, sur le poste de strong safety où il a apporté plus de garanties, où en effet il a quand même ce côté hyper longiligne, ce côté hyper dissuasif au plaquage, c'est sûr que j'aurais du mal à le mettre dans d'autres circonstances. Après, il a quand même cette polyvalence, s'il arrive à se remettre un petit peu dans le bon sens, à gommer cette irrégularité chronique et ces grosses failles sur la couverture, ça peut quand même être un joueur capable de dépanner s'il y a besoin, mais strong a priori à part entière. Troisième tour. Oui, troisième tour, je pense, fin troisième tour. Troisième chapeau, Darnell Savage, safety de Maryland, 1m80, 90 kg, 12 matchs, 52 plaquages, 4 interceptions, 1 touchdown, 2 passes déviées. D'abord un plaqueur aussi, mais correct en couverture. Ouais, là on est un petit peu dans ce... Tu t'auras remarqué qu'on a commencé surtout avec des free safety, dans une ligue qui passe beaucoup, ça aussi ça fait sens, mais il y a quand même une belle classe de strong. Darnell Savage est dans ce profil-là, quelques tendances je trouve parfois à sortir de ses rencontres. Après, franchement c'est un joueur qui est extrêmement précieux sur le run-stop, qui sait finir les actions. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant à mettre à son crédit. On va dire c'est le meilleur des autres. Là, on a cité les 6 premiers qui sont un petit peu au-dessus. Darnell Savage était encore un petit peu en retrait. Il a montré des bonnes choses athlétiquement, notamment ces dernières semaines. Et c'est aussi ça qui rassure, notamment sur sa capacité à être relativement correct sur la couverture. Après, son arme première, ça restera le run-stop et la capacité à renforcer la boîte s'il y a besoin. Ouais, parce que moi, il semble un peu plus complet. Je trouvais même sa fiche plus intéressante que certains noms cités plus haut, tu vois, en la lisant. C'est un prospect qui reste intriguant, en effet, mais j'avoue, personnellement, j'ai encore du mal à m'emballer à 100%. C'est sûr que si tu me demandes, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'un Deontay Thompson est largement au-dessus d'un Darnell Savage, je te dirais pas forcément oui. Maintenant, Darnell Savage, je pense, a largement la faculté pour être un milieu, fin de troisième tour également, remarque. Ça marche. Amani Hooker, safety d'Iowa, 1m83, 95 kg, 13 matchs, 65 plaquages, 1 sac, 4 interceptions et 7 passes décisives. Super joueur sur intelligence de jeu, compétitif, mais trop limité physiquement. Oui, c'est un peu le gros défaut des DB d'Iowa généralement, c'est-à-dire que en effet il y a cette science du jeu, on dira, une technique qui est assez intéressante, notamment sur la couverture en homme à homme,
une possibilité d'être dissuasif physiquement. Après, athlétiquement, c'est déjà un peu moins rassurant. Et là aussi, c'est ce qui pourrait en faire à l'échelon supérieur un strong safety plus crédible. Voilà, il a la capacité pour éventuellement passer free, mais il y aura beaucoup plus de lacunes de par ce que j'ai évoqué. Nickelback, pourquoi pas, s'il y a besoin, mais je le verrai peut-être plus en tant que strong là encore. Nickelback, pour les gens qui nous découvrent et qui croient qu'on parle du groupe de rock. C'est un joueur un petit peu hybride, cornerback safety, un joueur qui est surtout chargé de défendre dans le slot et éventuellement de blitzer s'il y a besoin sur certaines phases de jeu. Donc voilà, c'est un joueur qui doit quand même malgré tout avoir une certaine vitesse, un certain physique et voilà, et du coup pour répondre à différents paramètres et différentes responsabilités de son jeu. C'est pareil, Hooker, moi j'avais noté des qualités mais pas de domaine où il excelle. Ah oui, non, mais clairement, de toute façon, après, c'est un joueur qui s'est révélé sur le tard. Du côté d'Iowa, c'était pas une superstar au début de la saison 2018. Et même si la saison d'Iowa, alors après, c'est peut-être aussi un petit peu en trompe-l'œil, parce que du côté des Hawkeyes, il y a quand même une grosse ligne défensive. Donc, qui a peut-être eu tendance également à le faire un peu plus briller. Il faut voir comment la transition se fait, parce qu'il n'a pas eu un processus draft hyper bluffant non plus. Mais voilà, c'est aussi pour ça que là encore, je reste un peu réservé et j'en fais surtout un strong safety avec peut-être une marge de progression qu'on ignore encore à son sujet. On termine avec... pardon, tu m'as pas donné de niveau pour la draft pour Amani Quatrième Hooker. tour quand même. Quatrième tour. Jaquan Johnson pour terminer, safety de Miami, 1m80, 86 kg, 11 matchs, 92 plaquages, 2 interceptions, une passe déviée, 2 fumbles forcés. Alors apparemment, faut pas lui demander d'intercepter le ballon, ce serait pas trop son truc au niveau des mains. C'est un anti-Artie Burns, pour reprendre l'université, un ancien collègue de l'université de Miami. Ouais, c'est sûr, alors grosse déception de Jaquan Johnson, dans le sens où lui aussi, sa cote se fait un petit peu sur le côté athlétique. C'est un joueur qui notamment a une excellente campagne 2017, qui lui pour le coup peut être un bon free safety. Après c'est sûr que c'est un peu paradoxal quand tu prétends être un bon free safety mais que tu sais pas intercepter les ballons. donc la question va être à se poser. C'est un bon cuisinier mais il maîtrise pas la cuisson quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, il préfère faire les plats au micro-ondes plutôt qu'au four. Non, mais bon. Non, voilà. Et j'imagine la tête des gens qui vont voir Jaquan Johnson apparaître dans la liste de draft de leur équipe le 27 avril. Ils vont être contents maintenant qu'on a dit ça. Non, mais après, voilà, c'est quand même un joueur qui, je le répète, a du potentiel. La dernière saison de Miami a été un petit peu compliquée. Peut-être que ça a eu un impact également sur son rendement, c'est possible. Hein. C'est encore une fois, c'est pas la logistique la plus poussée que j'ai utilisée lors de cette émission. Après, voilà, il a quand même malgré tout, je trouve, des qualités athlétiques et physiques qui peuvent lui permettre d'être assez intéressant sur la couverture. Maintenant, voilà, il y a une différence entre pouvoir générer. Enfin, c'est la différence entre les passes défendues et les interceptions. C'est-à-dire que oui, tu peux éventuellement perturber le receveur, tu peux couper des trajectoires de balles, ce qui sera toujours un moindre mal. Il n'y a pas besoin forcément d'intercepter tout le temps les ballons. Mais voilà, quand il faudra vraiment profiter pleinement des erreurs adverses et crucifier l'adversaire, bah, c'est peut-être un joueur qui va en frustrer quelques-uns. Mais ça reste, je pense, quand même un free safety plus crédible qu'un strong malgré ses lacunes en termes de main. Et ben, quel niveau ? 4e, 5e tour. 4e, 5e tour. Voilà pour le tour des safety. Petite pause et on passe au cornerback. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On est de retour pour parler des cornerbacks qui sont candidats à cette draft NFL 2019. Grégory, pour cette deuxième partie d'émission, la répartition est simple. Les stars, les valeurs sûres, les busts et les bonnes affaires. On commence avec les stars. La première, c'est Greedy Williams, cornerback de LSU. 1m90, 83 kg, 33 plaquages, 9 passes déviées et 2 interceptions en 11 matchs. Taille idéale, rapide et agile, excellent pour localiser le ballon. Je dis oui, j'en prends 2. Non. Il a l'air bien, il a l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Tu te rappelles de son vrai prénom ? Greedy ? Ah, c'est pas son vrai prénom, Greedy. Ah oui, parce que je me dis oui, non. Andrés.
Andrés. Ah non, désolé, j'avais pas fait gaffe là, tu vois. Écoute, non, bref, ça c'était pour le petit Andrés, quiz écoute. surprise. Non, c'est un joueur sur lequel j'ai été très longtemps mesuré dans le sens où j'ai trouvé sa fin de saison assez régulière, notamment avec beaucoup de matchs qui comptaient. Alabama, Texas A&M notamment, où son match n'a pas été excellent, loin de là selon moi. C'est un joueur qui est quand même très complet, dans la plus pure lignée des cornerbacks d'LSU. Maintenant, les cornerbacks d'LSU, concernant la transition à NFL, faut savoir sur quoi tu vas tomber. Tu peux tomber sur du Patrick Peterson, sur du Tyrann Mathieu, ou sur du... j'ai oublié son nom. Ou sur du Tredavious White. Tu peux tomber sur du Maurice Claiborne, qui certes reste sur une bonne campagne chez les Jets, mais qui avait beaucoup déçu du côté de Dallas et qui n'avait pas forcément apporté le rendement qu'on en avait vu du côté de Louisiana State. Donc c'est là aussi, on sait qu'on a un joueur qui a beaucoup d'armes à sa disposition pour être performant en NFL. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de les utiliser assez efficacement, on dira, pour dissuader les receveurs adverses? Rien n'est moins sûr. Après voilà, c'est... La vitesse, on a beaucoup critiqué d'un point de vue physique, c'est quand même... Alors d'un point de vue gabarit, c'est un des cornerbacks les plus imposants. Il est un peu maigre, moi j'avais lu. Il est un peu longiligne. Je pense qu'il peut prendre quand même à la salle de muscu. C'est pas ce qui me choque. Mais très franchement, je le verrais pas aussi peu physique que certains le décrivent. Après oui, c'est athlétique, il y a des bonnes mains, donc là pour le coup, capacité à punir le quarterback adverse si besoin. Je pense d'ailleurs que c'est le cornerback, on dira, le plus coté, qui est le plus doué dans ce domaine-là en tout cas, par rapport aux deux autres qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc non, c'est un joueur assez complet. Après c'est sûr que est-ce qu'il vaut un top 15 de la draft par exemple? C'est pas encore sûr et certain selon moi. Ah ouais, c'est pas un podcast très premier tour aujourd'hui. Hein. Bah les Divi, non, c'est pas. Ouais, je vois ça. Ça va pas être le meilleur. Est-ce que l'ami Grady Williams, par contre, il est bon en homme à homme, mais est-ce qu'il est suffisamment bon en zone? Parce que je disais qu'il avait du mal loin de son adversaire direct. Là encore, je sais pas. C'est un joueur qui est assez instinctif, qui est capable de bien anticiper les passes adverses, donc non, franchement c'est pas, là encore c'est pas forcément sur la zone que je me fais le plus de soucis, mais je pense qu'il va falloir tout simplement un peu plus de concentration, être beaucoup plus focus, je dirais, sur les différents joueurs. Des fois j'ai la sensation qu'il se repose un peu sur ses acquis, qu'il est très sûr de sa force, on dirait un Jalen Ramsey en façon très exacerbée. C'est-à-dire que Ramsey, il a le talent, il connaît sa force, mais au moins il a toujours été productif du côté de Florida State. Grady Williams, j'ai la sensation... Alors, c'est un jeune joueur, hein, c'est un joueur qui est seulement sophomore à sa sortie d'LSU, donc il a peut-être pas encore cette maturité qu'il obtiendra en NFL, mais c'est là-dessus où je me dis, voilà, sur certains matchs, il a tendance à beaucoup se reposer sur ses acquis, et à se dire, c'est bon, je vais maîtriser mon adversaire, ah mince, c'est pas passé, et puis au final, ça remet un petit peu en confiance son vis-à-vis, ça redonne un petit peu de momentum à l'adversaire. Donc, border top 15 ? Top 20 sûr quand même, parce que ça reste un top talent athlétique. Peut-être si une équipe est amoureuse, il peut remonter un peu plus haut, mais ouais, au-dessus de top 15, ça me paraît un peu compliqué. DeAndre Baker de Georgia, cornerback, 1m80, 83 kg, 12 matchs, 40 plaquages, 9 passes déviées, 2 interceptions, un fumble forcé. Alors au niveau des comparaisons que j'ai trouvées sur internet, ça part un peu dans tous les sens. J'ai lu Asante Samuel. Alors, pour le rappeler au bon souvenir des supporters des Patriots et des Giants, hein, c'est celui qui relâche l'interception qui aurait donné le titre aux Patriots en 2007-2008 et qui aurait donné la saison parfaite, juste avant le helmet catch. Et sinon, Tredavious White en plus lent, pour les plus actuels. Ouais. Tu vois, t'es en train de me réconcilier avec les comparaisons, c'est bien. Bon, après, non, j'aurais pas dit Tredavious. Alors, White. Sinon, sur le jeu en lui-même, pot de colle en couverture. Oui. Et par contre, manque de vitesse. Clairement, c'est son défaut. C'est aussi pour ça que le comparer à un corner de LSU, j'ai un peu de mal. Après, non, c'est un cornerback très physique, assez bon techniquement, qui en presse va être plus que correct. Et on sait que c'est un peu une caractéristique, une donnée qu'on aime de plus en plus dans la ligue à l'heure actuelle.
Après, son déficit de vitesse, c'est quand même un petit peu compliqué de l'occulter. Et c'est vrai que ça a eu tendance à lui faire traîner un petit peu les mains ces derniers mois. Donc, petit risque quand même de pénalité avec DeAndre Baker. Après, c'est un joueur très propre, moins explosif, on dira, moins glamour sur le papier que Grady Williams. Mais c'est un joueur qui sait faire énormément de choses. Après, il faut vraiment qu'il arrive à trouver son spot. Mais à terme, je pense que ça peut devenir un solide cornerback numéro 1. Ça ne m'étonnerait pas à l'échelon supérieur. Premier tour, du coup? Pour moi, ça vaut quand même un premier tour. Grand maximum, ce sera un début deuxième. Petit souci par contre, alors autant pour intercepter le ballon, on s'en fait pas, mais alors pour le garder, il a apparemment plus de mal dans sa carrière universitaire. Il a relâché 2 fois le ballon juste avant d'entrer dans la end zone alors qu'il allait finir un pick six. Oui, je me rappelle d'un fumble qu'il fait à South Carolina notamment, qui est un peu, il y en a eu un deuxième. Gag. Voilà, il relâche le ballon juste avant de rentrer dans la end zone parce qu'il croit être arrivé, quoi. Bah voilà. Autre cornerback qui doit travailler sur la concentration. Est-ce qu'il a eu des soucis hors terrain? J'ai cru il me noter semble qu'il avait quelques soucis hors terrain. Au début de son passage à Georgia, il y a eu quelques phases comme ça, mais c'est pas récent. A priori, il s'est remis un petit peu dans le bon sens, mais oui, il me semblait, maintenant que tu me le dis, c'est vrai qu'il me semble qu'il a eu quand même quelques petites inquiétudes de ce côté-là. On part à Washington qui a sorti pas mal de bons cornerbacks ces derniers temps. Byron Murphy cette fois, 1m80, 82 kg, 14 matchs, 58 plaquages, 4 plaquages pour perte, 4 interceptions, 13 passes déviées, 1 touchdown, 1 fumble forcé. Grosse usine à cornerback donc du côté de Washington. Ciblé très peu, mais efficace quand c'est le cas. 25 réceptions sur 48 ballons lancés vers lui cette saison. 13 passes défendues et 4 interceptions, donc en étant ciblé 3,6 fois par match, 3,7 fois par match grosso modo. Donc c'est plutôt pas mal, un joueur à bon rendement quand il est ciblé. Oui, j'avais vu des comparaisons. Qu'est-ce que j'avais comme comparaison? Kyle Fuller, je crois. C'est un petit peu dans ce registre-là. Oui, c'est pas un monstre physique. Hein. C'est pas un monstre physique et surtout c'est un joueur... je sais pas quelle expression je pourrais utiliser, mais c'est un joueur dont on n'a pas l'impression en effet qu'on va le voir souvent sur un match, mais qui est extrêmement productif. Voilà, qui a des très bons instincts également, qui peut être extrêmement gênant en homme à homme, et qui, en effet, si on a le malheur de jouer sur lui, va être capable ou de monter très rapidement sur son vis-à-vis avec un bon sens de l'anticipation, ou tout simplement d'utiliser des bonnes mains pour créer un turnover. Donc c'est sûr que Byron Murphy, c'est là aussi, à l'instar de Grady Williams, un joueur très brut, pas encore totalement mature parce que seulement sophomore, mais en tout cas du côté de Washington, en effet, dans une fac qui s'est vraiment spécialisée là-dedans, après les Kevin King, les Marcus Peters, Sidney Jones, même s'il n'a pas donné son plein potentiel à l'heure actuelle du côté des Eagles, il y a quand même, il s'est quand même bien développé et ce sera un joueur à suivre fin premier, début deuxième également maximum. Je pense qu'il est à peu près dans les mêmes eaux que DeAndre Baker. On passe aux valeurs sur Justin Lane, cornerback de Michigan State, 1m90, 83 kg, 12 matchs, 72 plaquages, une interception et 15 passes déviées. Alors c'est un ancien receveur, donc pas de souci au niveau des mains a priori. Bon défenseur en homme à homme, un peu moins sûr en zone. Ouais, c'est ça. C'est un joueur que j'adore tout simplement parce que en homme à homme, c'est un joueur qui est vraiment très, très bon techniquement. Et alors, il me semble qu'il a eu quelques soucis de santé au fil des années du côté de Michigan State qui n'a pas forcément aidé. Après, c'est pareil, on parlait de fac de cornerback du côté de Washington. Du côté de Michigan State, ils ont quand même sorti quelques-uns, même si la transition n'a pas toujours été hyper évidente. Je pense à un Darqueze Dennard, par exemple, du côté de Cincinnati. Mais ça a souvent été une petite tradition du côté de Michigan State d'avoir des defensive backs et des corners notamment assez intéressants. Alors physiquement, il est quand même à 6'3". Oui, ce que j'allais te dire, c'est qu'il est grand. Est-ce que ça gêne un peu niveau fluidité? Moi, il m'évoque un peu une sorte de Dominic Rodgers-Cromartie. Oui, ça peut être une comparaison intéressante. En tout cas, moi, c'est pas très franchement, moi, c'est pas ce qui m'a choqué justement. Les changements de direction, il est pas forcément à la rue à ce niveau-là. Je dis Dominique, je pensais à Antonio Cromartie qui est grand surtout. Ouais, je sais plus là pour le coup.
Oui, non, Cromarty. Enfin, On s'y perd avec tous ces Cromarty. C'est ça. Non, mais quand je Et dire qu'il a 13 enfants maintenant, c'est dur de faire le tri. Non, mais je me figurais un grand cornerback par la taille. Antonio non, mais il était grand, Rogers Cromarty. Oui, bah tu me diras, c'est la même gamme. Hein. Donc, Mais non, en tout cas, voilà, Justin Lane très complet. Joueur qui, encore une fois, oui, est peut-être pas forcément le plus à l'aise, on dira, sur les couvertures en zone, qui n'a pas forcément les instincts des joueurs qu'on citait tout à l'heure pour vraiment être pleinement réactif si besoin est. Mais si tu me mets dans une défense en homme à homme, voilà, il a la technique, le physique, la vitesse, il est très très complet. Et, en tout cas, dans ce registre-là, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais en tout cas, voilà, si on l'utilise dans un rôle bien précis, il va avoir le panel suffisant pour être vraiment efficace en NFL. Ce sera, je pense, un deuxième tour. Il y a de la marge de progression ? Oui, carrément. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Julian Love, cornerback de Notre-Dame, 1m80, 87 kg, 13 matchs, 63 plaquages, une interception, un fumble forcé. Joueur intelligent mais limité physiquement. Ouais, joueur qui peut faire beaucoup de choses en l'occurrence parce qu'il a été très dissuasif sur le jeu à la passe, avec en effet beaucoup de passes défendues, notamment ces derniers mois du côté South Bend et du programme de Notre-Dame. Mais c'est également un joueur qui n'hésite pas à apporter son soutien sur le run support. Plaqueur assez solide, même s'il a ce petit déficit de vitesse et sur la poursuite il ne sera pas forcément parfait. C'est pour ça que par exemple en nickelback je ne suis pas sûr que la transition se fera parfaitement. Maintenant en cornerback pur, j'essaie de revérifier, mais bon 5'11" il est un poil petit, mais pour un cornerback c'est pas ce qu'il y a de plus choquant. Pardon. Bah oui, j'ai pris l'habitude maintenant, j'ai pris l'habitude. On est français. Mais non, mais voilà, en tout cas, c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses, qui est bon au plaquage, qui reste quand même relativement physique et qui reste très technique, très collant pour vraiment réussir à mettre à balle son vis-à-vis. Donc voilà, c'est pas un joueur qui a une caractéristique qui le rend extraordinaire, mais c'est un joueur solide sur lequel on peut... Comment dire ? C'est un joueur qui a des solides fondations pour, on va dire, progresser petit à petit et devenir... Au pire, un bon cornerback numéro 2. Deuxième tour. Deuxième, voire début de troisième tour, grand max. Voire troisième. Joe Juan Williams, Vanderbilt, 1m90, 94 kg, 13 matchs, 61 plaquages, 4 interceptions, 13 passes déviées. Un peu comme Justin Lane, il est grand, il a le physique costaud, manque la vitesse. Oui, alors lui c'est encore plus criant que pour Justin Lane en l'occurrence, c'est aussi pour ça que je le mets un poil derrière. C'est sûr qu'en termes de vitesse, il a un petit peu souffert, même si paradoxalement le match qu'il joue contre Ole Miss et contre Jeb Brown, il a rendu une copie assez correcte. Donc on va dire qu'il comble certaines difficultés par un bon rendement, on dira, sur le physique, sur l'intimidation, sur la capacité à bien jouer en presse. Maintenant, voilà, c'est un joueur qui reste relativement brut, avec une capacité quand même, enfin on va dire une certaine irrégularité au niveau des performances. Il n'a pas toujours été au même niveau, on dira, contre les différentes attaques de conférence SEC qu'il a croisées cette année. Donc ça va être clairement à corriger. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ça en fait un deuxième, troisième tour à peu près. Mais je n'irai pas jusqu'à la hype qui en fait un premier tour absolument. Il me paraît encore un poil trop caricatural pour prétendre à cette étiquette-là. On passe au bust, c'est le moment de casser du prospect, Grégory. Trevon Mullen de Clemson est le premier, 1m88, 86 kg, 13 matchs, 36 plaquages, 4 plaquages pour perdre 2 sacs, une interception et 3 passes déviées. Gabarit idéal sur le plan physique, mais manque d'instinct et de discipline. Ouais, manque de production aussi. Moi, il me rappelle, alors toute proportion gardée, parce que je pense qu'il a un poil meilleur à sa sortie d'université. Il me rappelle beaucoup Mackenzie Alexander, qui était un cornerback très solide, très coté à sa sortie d'université, relativement performant, capable de casser les lignes de passe du côté de Clemson. Mais c'est difficile de ne pas faire le lien quand tu vois le peu d'interceptions qu'il a enregistré en 2018. Alors certains te diront que en demi-finale, voire en finale nationale, il fait une interception. Mais bon, ça reste quand même... C'est un joueur qui joue beaucoup sur son gabarit. En effet, sur une vitesse qui est quand même assez intéressante malgré tout. Après, c'est sûr que c'est un joueur qui pose des questions, notamment d'un point de vue...
on va dire jeu de jambes, changement de direction, capacité à rester pleinement avec son adversaire. Il peut être un petit peu inconstant à ce niveau-là et on a l'impression que c'est un peu la fameuse étiquette du joueur hyper athlétique, hyper séduisante sur le papier, un joueur dont on se dit que on va réussir à en tirer monts et merveilles et au final ça va rester un projet. En tout cas, c'est mon sentiment. Après, moi je lui souhaite de me tromper, mais c'est un prospect qui me laisse encore quelques doutes à ce niveau-là. Et à quel niveau tu le vois partir du coup ? Ça peut être un premier tour. De par la fameuse marge de progression qui fait saliver beaucoup de scouts, ça peut être. Je pense que plus raisonnablement, ça restera un début, milieu de deuxième tour. Mais ce sera même pas impossible qu'une équipe se dise en fin de premier tour, tiens, banco, on y va, on tente le pari. J'allais dire qu'il va faire une mauvaise affaire. Ça sera une mauvaise affaire très haut, visiblement. Amani Oruwariye. Je suis désolé. Amani Oruwariye. Oruwariye. Excusez-moi, monsieur. Cornerback, Penn State, 1m85, 92 kg, 13 matchs, 50 plaquages, 11 passes déviées, 3 interceptions, un fumble forcé. C'est un costaud qui peut tenir les grands receveurs. À la Julio Jones, etc. Ouais, en tout cas, c'est un... Comment dire ça ? C'est un joueur qui, lui aussi, comment dire T'intrigue. Oui, m'intrigue, ou en tout cas, me pousse à m'interroger énormément concernant, on va dire, le niveau de son plein potentiel. C'est un joueur qui, en effet, en homme à homme, peut être assez dissuasif. Il a du coffre pour vraiment dissuader les receveurs adverses. Et il a des bonnes mains, notamment pour punir les quarterbacks. C'est aussi ce qui a fait monter, on dira, sa cote au fur et à mesure des mois. Certains matchs, notamment, où il était là pour réaliser le jeu décisif, pour être pleinement performant. Et c'est aussi en ça que je pense que ça peut être un cornerback qui sortira deuxième, voire maximum début, milieu de troisième tour. Après, il y a quand même des choses qui m'interrogent. Je parlais des changements de direction tout à l'heure pour Trayvon Mullen, c'est aussi vrai pour Amani Oruwariye. Et c'est un joueur qui, on va dire, contre des attaques un poil plus créatives, qui vont quand même être capables de déceler ses lacunes. J'ai un peu peur qu'il n'ait pas forcément de plan B. Comment dire ça ? C'est un joueur qui est pas bon sur le run-stop, on va le dire tout de suite. C'est un joueur qui, en effet, sur la couverture, va, on va dire, dissuader les receveurs dans un premier temps, mais qui va avoir du mal à se montrer réactif face au tracé adverse. Et c'est là où ça m'inquiète un petit peu pour Oruwariye, qui a certes rassuré un brin lors du combine, d'un point de vue athlétique, mais qui, en termes d'intelligence de jeu, me pose un peu plus de questions, et encore une fois, en termes de réactivité. Donc voilà, c'est un prospect qui reste intéressant sur le papier, mais qui, je pense, sera pas mieux qu'un cornerback peut-être numéro 3 à l'échelon supérieur. À quel niveau la mauvaise affaire ? Deuxième, troisième tour. Ça va être trop aussi. Rocky Yacine, cornerback de Temple, 1m88, 86 kg, 12 matchs, 47 plaquages, 2 plaquages pour perte, 2 interceptions, 12 passes déviées. Physique, avant tout. Est-ce qu'il peut s'adapter au jeu NFL qui est quand même davantage tourné vers la passe que vers le physique ? Physique avant tout. Physique avant tout. que du physique. Non, voilà, là on est typiquement, alors je parlais d'Oruwariye, là c'est exacerbé, c'est à fond les ballons, c'est-à-dire que Yacine, il joue vraiment sur le côté je vais marquer mon territoire, si ça marche pas, hop, reviens, ah mince, je t'ai attrapé, pénalité. D'accord. Ça peut être, je caricature, je grossis volontairement le trait, mais là, très clairement, en termes de science de jeu, et là pour le coup j'ai fait sa fiche, donc j'ai vraiment analysé la chose de très près. C'est vrai que voilà, c'est un press corner qu'on aime beaucoup en avoir, des joueurs très physiques, très dissuasifs dès le premier contact. Après, c'est un peu plus embêtant et je sais pas si, au vu de son coffre relatif, je sais pas s'il aura la capacité d'être vraiment pleinement performant dans ce registre-là tout au long d'une carrière NFL. Quel niveau il serait choisi ? Troisième tour, maximum début quatrième. C'est des busts. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais du coup, c'est étonnant avec les lacunes que tu pointes, quoi. C'est quand même incroyable. On passe aux bonnes affaires. Là, par contre, il va y avoir des bonnes affaires à faire. Montré Artage, cornerback à Northwestern, 1m83, 88 kg, 11 matchs, 51 plaquages, 11 passes déviées, 2 interceptions. Bon plaqueur avant tout aussi, si j'ai bien compris.
Oui, comme pas mal de cornerbacks de la conférence Big Ten et de Northwestern en particulier. Bon plaqueur, petit déficit de vitesse. Mais il a quand même un certain gabarit qui joue pour lui. 83-88 kilos. C'est en ça que je le trouve assez intéressant. C'est un joueur qui, en effet, on dira dans la mêlée des cornerbacks, paye pas de mine et on reste encore une fois, mais ça c'est la même chose que pour les receveurs. On va rester beaucoup sur « Oh là là, t'as vu le 40 yards ce qu'il a fait ? Oh là là, tu vois sur la vitesse, ça pose problème. » Alors autant, c'est sûr que j'en parlais pour Owari et Yacine, ça peut poser problème, je pense, sur certains profils. Artage, malgré tout, bon, faudra pas en attendre un cornerback numéro 1 non plus, mais ça peut être un joueur capable, encore une fois, d'être un titulaire occasionnellement sur le poste de cornerback et d'avoir un rendement assez satisfaisant. À quel niveau ça en fait une bonne affaire? Je sais même plus ce que je voulais mettre. 4e, 5e tour 4e, 5e tour. Ouais. Jordan Wyatt, Southern Methodist, 1m83, 88 kg, 8 matchs, 16 plaquages, une interception, 4 passes déviées. Très bon intercepteur, mais petite fac et beaucoup de blessures. C'est ça qui te fait descendre et qui pourra en faire une bonne affaire? Ouais, alors ce qui a beaucoup discrédité, c'est la fin de campagne justement avec SMU. Il avait ce côté justement, il avait fait une grosse campagne 2017 dans mes souvenirs, où en effet il avait ce côté un peu machine à turnover et en tout cas capacité à monter très rapidement sur le porteur du ballon. Ça a été un peu moins vrai en 2018, mais les qualités athlétiques sont là. Lui, pour le coup, il a une très bonne pointe de vitesse. Surveiller les problèmes de santé, mais il a un gabarit assez longiligne, assez intéressant, qui, je pense, peut bien faire la transition en NFL. Et je ne serais pas étonné de le voir cornerback numéro 2 dans une équipe d'ici la fin de sa 2e saison. Oui, parce que j'avais lu explosif, polyvalent, super bosseur. Enfin, il a beaucoup de qualité quand même. Oui, non, c'est pour ça. C'est un joueur intelligent qui, je pense, a été freiné par différentes choses. T'en parlais, ses problèmes de blessure et bon, il y a eu un changement de coaching staff également du côté de Southern Methodist. C'est pas forcément à mettre de côté, mais bon, c'est un joueur qui a là pour le coup un énorme potentiel. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de vraiment mettre en application et d'être. Je pense que c'est un joueur qui va être beaucoup dépendant du prochain coaching staff qu'il aura. À quel niveau la bonne affaire? 5e, 6e. Et on termine avec Bleswan Smith de Rogers. Austin, tu veux dire? Ah oui, Austin, oui, bah, tu vois, je lis des. Bon, Bleswan Austin, en plus je l'ai sous les yeux. De Rogers, 1m85, 88 kg, un seul match, 3 plaquages, une interception, un seul match donc. 2 fois touché au genou gauche, 2 fois les croisés, si je dis pas de bêtises. Mais avant ça, c'était un gros espoir. Pourquoi on y croit? Pourquoi Parce que là, c'est espoir fauché par les blessures, hein, a priori. Ouais, c'est un peu ça. Alors je le mets en style, mais forcément en ayant quand même à l'esprit que ce sera pas forcément évident de revenir d'autant de pépins. Après, quand il a été titulaire du côté de Rutgers, ça a été un joueur hyper efficace, hyper agressif, notamment sur la couverture. Pour prendre un exemple, je sais que j'avais quand même mis, on va dire, Jalen Reese-Maybin, le linebacker de Détroit, comme une possible surprise à sa sortie de Tennessee. Il a montré qu'il était capable d'avoir de bonnes séquences sans être non plus extraordinaire, sans être le visage défensif des Lions. Bleswan Austin peut être dans ce profil-là, on va dire, certes, peut-être un petit peu diminué. C'est sûr qu'il est sur un poste où, là, pour le coup, il sera beaucoup plus handicapé par ses blessures, parce que, voilà, en termes de vitesse, il y a des efforts à répéter qui ne seront pas forcément hyper évidents. Maintenant, je le répète, voilà, il y a une vision de jeu qui est là, il y a un côté dissuasif. Alors, c'est sûr que c'est un petit gabarit. 1m85, 88 ah, quand même, kg, quand même. Je le voyais un poil plus petit, mais non, en tout cas, voilà, c'est un joueur qui me paraît assez complet et qui, s'il revient bien physiquement, ce que je lui souhaite, pourra lui aussi être un joueur assez. Il peut être nickelback dans un premier temps. Il a parfaitement le gabarit. Après, est-ce qu'il sera capable de blitzer efficacement? Ça, on le saura au camp d'entraînement de sa prochaine équipe. Et donc lui, avec toutes les blessures et tout ça, il peut être drafté très très bas, non? J'en fais un 6e, 7e tour. Oui, c'est ça. C'est le vrai pari, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. On va terminer avec un mot. Alors, c'est vraiment une question plus qu'un mot. Est-ce qu'il y a des pépites sur les équipes spéciales qui peuvent être draftées? Je veux dire kicker, punter. C'est compliqué. Il n'y a pas de joueur extraordinaire selon moi. Le joueur le plus coté, ça reste le kicker de LSU, Cole Tracy, qui a fait une campagne du côté de Louisiana State, mais qui a quand même été assez solide.
Après, j'aurais du mal à vraiment te sortir vraiment un joueur du lot. T'es pas obligé, hein, s'il y a personne qui sort. Non, ouais, enfin, Cole Tracy, je te dis, je pense que ça peut se tenter en 4e, 5e tour, quand même. Pas mal pour un kicker déjà. Voilà, après, il y a quand même cette tendance ces dernières années du côté de la NFL, alors c'est un peu moins vrai pour les punters, mais du côté des kickers, il y a quand même cette tendance à se dire, est-ce que vraiment l'investissement en vaut la peine ? Est-ce que vraiment ça vaut pas le coup de récupérer un joueur ou non drafté ou de récupérer un vraiment fin de tour, de faire une espèce de petit mix de kickers et puis de voir qui aura le meilleur rendement. Il y a une petite jurisprudence, Chris Boswell par exemple du côté de Pittsburgh, où on a vu que pour un joueur qui n'était pas forcément drafté, il était meilleur qu'un... C'était qui ? C'est Josh Scobie à l'époque ? Oui. Voilà, donc après c'est pas toujours vrai. Oui, il y a l'exemple Roberto Aguayo qui à l'inverse a vacciné de l'autre côté. C'est ça. Donc voilà, c'est plus forcément la même tendance qu'ont pu avoir les Raiders à l'époque à drafter Janikowski au premier tour. Bon après c'est un extrême quand même. Oui, c'était un extrême. 11e on rappelle. On est d'accord. C'est quand même particulier. Mais en tout cas, voilà, je pense que Cole Tracy sera à surveiller. Il y a d'autres joueurs peut-être, je pense à Austin Seibert d'Oklahoma également, qui peut être un prospect assez intéressant. Maintenant, non, mais c'est vrai que la question se pose, sachant que les kickers ont plus d'importance que jamais avec l'extra point éloigné depuis quelques années. Voilà. Donc, c'est sûr, mais il y a des kickers il y a plus de bons kickers que de bons punters sur cette classe-là, pour répondre à ta question. Après, voilà, j'en ai pas vu en college football qui m'ont fait tomber de mon siège non plus, mais ce sera à surveiller. En tout cas, il y a peut-être quelques paris qui vont être tentés par les franchises NFL. Là, je dis, j'ai des noms qui me reviennent, mais Michael Bagley à Miami, c'est cette année ou c'était l'année dernière ? J'ai un doute. Bon, on verra ça au pire, il n'y a pas de souci, c'était vraiment la petite question subsidiaire, mais ne vous inquiétez pas, il y aura du monde et des choses à voir dans cette draft. C'était l'année dernière, Bagley, je dis voilà. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 292 du podcast Jean Actu. Merci beaucoup de nous avoir suivis, l'occasion pour moi, Grégory, de te remercier pour ces 5 épisodes de preview très détaillés et toutes ces informations. Et puis merci à toute la team draft. On le rappelle encore une fois, je crois qu'on en avait parlé dans un épisode précédent, mais Kevin Zarmaten, Mehdi Julien et Jean-Michel Bouja, voilà, je ne vais pas écorcher son nom, qui aussi ont sorti toutes ces fiches avec toi, les mock drafts, enfin tout, voilà, énorme dispositif draft. Donc merci encore messieurs pour tout ce qui a été fait sur le site. Évidemment, ce n'est pas fini, il reste la draft en question qui arrive donc le 25 avril. Alors au moment où on enregistre, je vous l'avoue, on n'a pas défini le dispositif de la nuit. Ce que vous savez et ce qu'on peut vous dire déjà évidemment, c'est que il y aura le résumé comme d'habitude, il y aura des articles comme d'habitude, vous aurez un podcast à écouter dès le matin qui vous résumera tout le premier tour. On n'est pas fixé encore sur le live, on est très transparent avec vous, on ne sait pas encore si on refait un live comme les autres années. Ce qu'on voudrait, c'est que vous ayez un podcast d'1 heure, bam, à écouter, concis, avec tout ce qu'il faut dedans dès le matin, et puis on va voir si on fait aussi des podcasts sur les autres jours, tout ça est à l'étude. N'hésitez pas évidemment à nous dire dans les commentaires ce dont vous avez envie. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis, merci encore Grégory. Les rappels d'usage, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous voulez aider le site, n'hésitez pas à nous soutenir sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, iTunes, je suis vieux, je dis iTunes toujours, mais c'est Apple Podcast, n'hésitez pas aussi sur Google Podcast, parce qu'on est aussi trouvable là-dessus, voilà, à peu près partout. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des machins, des trucs, des évaluations, des commentaires, et la chaîne YouTube est là aussi si vous voulez vous abonner. On est bientôt à 4500 abonnés, je crois, quelque chose comme ça, là, sur la chaîne YouTube, en plus ça marche pas mal. On est bientôt à 300 émissions. Ouais, bientôt à 300 émissions, il faut qu'on voit aussi comment on peut faire ça. Tiens. Donc Twitter @TDActu, Facebook @TDActu et Instagram @TouchdownActu. Les Twitter perso @YellowRadioSa pour Grégory, @Alain pour moi-même. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à très très bientôt pour la draft. Ciao ciao.